On ne sait pas avec certitude dans quel lieu et à quelle période est apparu le ski. Une chose est sûre cependant, de nombreux peuples, de la Scandinavie à la Sibérie orientale, utilisent le ski depuis des temps très reculés. C'est en Norvège que l'on trouve les plus anciens témoignages de l'usage du ski. Des peintures rupestres datant de 4000 ans environ ont ainsi été découvertes. Ces représentations primitives attestent que l'homme, dans un premier temps, a conçu des planches de bois pour mieux pouvoir se déplacer sur les grandes étendues enneigées. À cette époque, l'ancêtre du ski sert uniquement à la survie. On l'utilise pour la chasse, les déplacements pendant les migrations et la conquête de nouveaux territoires. De nombreuses gravures du XVIe siècle en témoignent, montrant des skis prenant la forme de grandes chaussures recourbées vers l'avant ou de planches fixées au moyen de lanières. Le peuple inuit adapte le ski à ses besoins en fixant des peaux de phoque ou de renne sous la semelle pour se déplacer pendant la chasse. Aujourd'hui encore, les Inuits ont conservé cette technique de fabrication, taillant dans le bois une planche rudimentaire enveloppée de peau de bête pour la protéger de l'humidité. Le ski se développe alors dans plusieurs régions simultanément, sa forme variant selon l'utilisation souhaitée. En Slovénie, les paysans montagnards s'en servent uniquement pour descendre les pentes et regagner ainsi les villages. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, le ski devient ludique. De longues planches de plus de 2 mètres servent à dévaler les pistes. Elle ressemble étrangement au kilomètre lancé d'aujourd'hui. Un long bâton de bois sert à conserver son équilibre et à se diriger. Au XIXe siècle, dans la province de Telemark, en Norvège, la forme du ski évolue, permettant d'effectuer des virages en parallèle grâce à sa forme en taille de guêpe. Le ski alpin est né. Les récits du Norvégien Nansen, qui relate en 1888 sa traversée à ski du Groenland et qui furent traduits en français, en anglais et en allemand, déclenchent dans l'Europe entière un véritable engouement pour la pratique du ski. Il s'agit de la première grande expédition dans laquelle le ski joue un rôle primordial. En France, Henri Duhamel, un Dauphinois, fonde à Grenoble en 1895, avec quelques amis, le premier ski club des Alpes. Cependant, ce sont les militaires du Briançonnais qui vont fabriquer les premiers skis alpins français au début du XXe siècle. Plus de 5000 militaires vont être formés à cette discipline jusqu'en 1914. Les premiers grands concours voient le jour avec le club alpin français. La pratique du ski devient peu après un véritable phénomène social. Par la suite, de nombreux menuisiers se lancent à leur tour dans la fabrication de skis. Parmi eux, Abel Rossignol se prend d'une véritable passion et devient un des pionniers de l'industrie du ski, qui se développe progressivement jusqu'en 1930. À cette époque, les planches de ski sont en bois massif, travaillées en bloc et courbées à la vapeur.
Grâce aux premiers champions français, comme Émile Allais, médaillé lors des Jeux Olympiques de 1936, puis champion du monde en 1937, le ski alpin français entre dans l'histoire. Cette figure légendaire du ski français apporte alors son expérience de sportif à l'évolution du matériel. Un nouveau ski en bois lamellé-collé naît en 1941. C'est l'Olympique 41, un ski en avance sur son temps qui va équiper de nombreux champions. Parmi eux, Christian Pratva, Lucien Schmitt, Henri Oreiller. L'évolution technologique avance à grands pas. L'aluminium fait son apparition dans la composition du ski. Les premiers modèles, en aluminium, apparaissent dans les années 30. Mais en raison des difficultés d'assemblage, ils ne voient réellement le jour qu'en 1946, grâce à l'ingénieur américain Howard Head. Quelques années plus tard, Émile Allais contribue à nouveau au développement de ce nouveau concept révolutionnaire en ajoutant des quarts cachés et une semelle en polyéthylène. C'est le modèle Allais 60. Ce ski procure un avantage décisif à l'équipe de France de l'époque, comme en témoigne la victoire de Jean Vuarnet à Squaw Valley. Les nouvelles matières utilisées impliquent alors une industrialisation et une recherche technologique de plus en plus performantes. Les champions deviennent ainsi de précieux conseillers techniques et collaborent étroitement aux tests sur piste et aux essais en laboratoire. La plus remarquable réussite de cette collaboration est le fameux Strato, premier ski en fibre de verre avec noyau de bois. Véritable innovation, le Strato va imposer pendant plus de 20 ans la structure sandwich fibre. Il possède également un des plus beaux palmarès du ski. L'ère des grands champions français s'ouvre alors. L'évolution du ski ne serait pas complète sans celle parallèle de la chaussure. D'abord, simple soulier de cuir lacé, la chaussure évolue avec l'utilisation des crochets en métal, permettant un meilleur maintien du pied. Le cuir est bientôt remplacé par une coque en plastique qui apporte plus de confort et de performance. La plus récente des innovations allie désormais la technique du laçage aux matériaux modernes. La recherche technologique actuelle ne cesse d'avancer vers des produits toujours plus performants, tant au niveau de la sécurité que du confort du skieur. Nous sommes bien loin aujourd'hui de l'époque des petits artisans, fabriquant quelques paires de skis en bois dans leur atelier. Dans des usines ultra perfectionnées, plusieurs millions de skis sont fabriqués chaque année.
L'arrivée de nouvelles disciplines telles le snowboard, le freestyle ou le freeride entraîne une nouvelle vision et une nouvelle conception du ski, prouvant ainsi que l'évolution du matériel est en perpétuel mouvement. En 1786, pour la première fois, on atteint le sommet du Mont Blanc. Et c'est là la date qu'on considère comme la naissance de l'alpinisme. Ce jour-là, les gens qui sont arrivés au sommet ne possédaient ni des piolets ni des crampons. Ça, c'est une évolution successive qui a porté à, entre guillemets, l'invention des piolets et des crampons. Le piolet, les Balmains et les Paccard sont arrivés sur le sommet du Mont Blanc avec, dans une main, un alpenstock, c'est-à-dire un long bâton, et lié à la ceinture, une petite hache avec laquelle ils coupaient des marches dans la glace, au cas où. En mêlant les deux, on arriva, disons, vers la moitié du 19e siècle, vers 1850, à inventer ce qu'on appelle maintenant un piolet. Évidemment, l'évolution ne s'est pas arrêtée, elle a continué, et les vieux manches en bois sont maintenant devenus des manches en alliage métallique léger. La longueur s'est beaucoup raccourcie parce qu'il n'y a plus besoin de couper beaucoup de marches. Les pannes et les becs se sont beaucoup pliés vers l'avant pour permettre plutôt un ancrage plutôt qu'une coupe. Pour le crampon, l'évolution a été encore plus lente parce qu'en réalité, les gens avaient au pied, pour vivre en montagne, des chaussures cloutées. À noter que les clous n'avaient pas été inventés par les alpinistes, mais ils étaient employés simplement pour ne pas abîmer la semelle en cuir qui était chère, tandis que n'importe quel forgeron pouvait faire des clous. Et c'est seulement en 1909 qu'un ingénieur anglais, Oscar Hackenstein, un ingénieur des ponts et chaussées, on dirait en France, alla chez Grivel en lui demandant de faire ce produit qui aurait pris après le nom de crampon. Évidemment, les ancêtres, c'était plus ou moins des grappettes comme ça, 4 ou 6 pointes, que les bûcherons et les chasseurs utilisaient en montagne. Mais le crampon, c'est-à-dire une série de pointes à fixer sous la chaussure pour ne pas glisser sur la glace, il ne date que de cette époque-là. Alors les premiers crampons, ils l'ont fait dans notre usine en 1909, d'après un dessin d'un ingénieur, Hackenstein. Et mon grand-père, il a essayé de le faire. Lui, il faisait le forgeron, il faisait des outils pour l'agriculture, il faisait Et ils ont essayé de faire des crampons après le dessin de ce monsieur. En partance, c'était un morceau d'acier comme ça, toujours d'acier qui venait de la hausse de la cogne. Après, on faisait le trou, ce trou ici, là. On coupait pour faire les deux oreilles, comme ça. On tournait en haut, ici on tirait la pointe, de l'autre côté la panne. On en faisait 2 chaque heure, en 2 ouvriers, on arrivait à faire 2 piolets à ce niveau ici. Après il faut les moller, il fallait les mettre tous les tremper, faire toutes les autres opérations. Après les mettre le manche en bois. Finalement, les Américains de l'époque, c'est-à-dire les Anglais, qui sont eux qui ont inventé, entre guillemets, l'alpinisme d'une quelque manière,
venaient chez les forgerons du coin, que ce soit à Chamonix ou à Courmayeur, peu importe, vu que le Mont Blanc était la Mecque de l'alpinisme, et ils demandaient aux forgerons du coin de modifier leurs engins pour qu'ils les puissent employer en montagne. Bon, les forgerons, eux, qui étaient habitués à faire des pelles, des serrures, des clous pour les chaussures et des choses comme ça, rigolaient plutôt des idées de ces étranges gens qui en plus voulaient faire des étranges choses telles que gravir une montagne, aller chercher des complications sur des sommets. Mais vu que les Anglais avaient l'argent et que payer, ils faisaient les produits. Et évidemment, ils n'ont pas été bons prophètes parce que tout ce que ces gens-là ont inventé, il est devenu très important. L'évolution aussi continue. Les crampons d'aujourd'hui sont beaucoup plus légers. On utilise de l'acier différent parce que maintenant c'est facile de trouver de l'acier. Mais dans l'autre siècle, dans la première moitié de l'autre siècle et dans le siècle précédent, c'est-à-dire au 19e et la première moitié du 20e siècle, pour quelqu'un perdu au fond d'une vallée de montagne, trouver de l'acier de bonne qualité n'était pas simple du tout. Donc, la seule solution, c'était d'acheter des vieux rails de train, de les couper en morceaux et avec beaucoup de chaleur et d'huile de coude, les transformer dans les produits que les gens demandaient. En plus, dans les derniers temps, disons dans les derniers 50 ans, les alpinistes que maintenant on appelle conseillers techniques ont commencé à collaborer avec les sociétés et avec la collaboration des sociétés et des conseillers techniques, les produits vont encore évoluer. Et évidemment, il n'y avait pas seulement les piolets et les crampons, mais il y avait tout le problème des vêtements, du chapeau jusqu'aux chaussures. Les alpinistes de l'époque ont commencé à utiliser les tissus du coin, les tissus que les villageois et les chasseurs utilisaient et qui avaient fait leurs épreuves au froid et à la neige. Ce que nous appelons le drap valdôtain, et ce que est plus connu en France comme drap de Bonneville, il date de cette époque-là. À noter que ça existe encore. Ça existe encore en France, une filature que je crois que s'appelle Arpin, qui continue à faire des draps avec lesquels on faisait des choses dans ce style-là. Le drap de Bonneval est un drap 100% pure laine vierge, réalisé uniquement avec la laine des moutons des Pays de Savoie. C'est un drap qui présente la particularité d'être extrêmement solide et imperméable. Donc, avec le drap de Bonneval, la filature a réalisé ce que tous les montagnards connaissent, c'est le Knickers. Donc voilà le Knickers. C'est un modèle qui a été créé en 1830, lorsque la Compagnie des Guides à Chamonix s'est créée. Et aujourd'hui, c'est un produit qui se vend toujours. C'est toujours le même modèle. La seule différence entre 1830 et aujourd'hui, c'est la fermeture éclair et la doublure. À l'époque, le Knickers n'était pas doublé. Donc, le drap de Bonneval a fait rapidement le tour du monde puisque toutes les expéditions italiennes en Himalaya se sont fournies à la filature dans les années 1900. En 1949, Paul-Émile Victor, pour toutes ses expéditions au Groenland, toutes ses expéditions polaires, s'est équipé à la filature. Et d'ailleurs, il avait eu un mot célèbre, il disait du drap de Bonneval qu'on use sa peau avant lui. Donc le drap de Bonneval reste un drap traditionnel. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des matériaux modernes, tels que le Kevlar ou le Gore-Tex, qui sont des matériaux d'avenir. Et on pourrait très bien imaginer à terme qu'on puisse associer le drap de Bonneval avec du Kevlar ou avec d'autres produits modernes. Je trouve qu'on est dans une drôle d'époque. On est dans une drôle d'époque parce qu'il y a cette poussée technologique, il y a cette avancée vers outer limits. Et
on a aussi envie de chaleur humaine, on a envie d'être rassuré, on a envie d'une relation avec l'authenticité et le vrai. D'où un peu ce travail que j'ai fait aujourd'hui en co-branding avec Rossignol, qui est ce mélange de ce tissu qui a, je dirais, à peu près 200 ans d'histoire, qui a des qualités intrinsèques absolument remarquables, parce qu'il tient chaud, parce qu'il est imperméable, parce qu'il est indestructible, que je n'avais jamais pu utiliser dans ma mode, parce qu'il était trop rude. Il avait un contexte qui était trop, presque, je dirais, fort, hein, avec une matière de haute technologie qui est le Gore-Tex. Donc on arrive aujourd'hui à cette synthèse entre ces deux univers, entre ces deux époques, pour faire un vêtement moderne. Alors pourquoi pas un jour du cuir pour la neige? Pourquoi pas un jour de la soie pour la neige? Je crois qu'à partir du moment où on commence à penser introduction de matière historique et qu'on arrête le raz-de-marée juste de technologies futures, et qu'on commence à mélanger toutes ces technologies avec l'historique, avec l'authentique, avec le véritable, eh ben on aura vraiment le produit du futur.